Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et aujourd'hui on inaugure une toute nouvelle chronique sur la chaîne Aquaman Chronicles, en référence évidemment à Atlantis Chronicles, une rubrique spécialisée sur le personnage et l'univers d'Aquaman, rubrique qui me permettra de revenir beaucoup plus en avant que ce qui n'a été fait jusque-lors concernant cet univers. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand j'aurai des reviews comics à vous faire sur Aquaman, ou alors des vidéos beaucoup plus montées, beaucoup plus explicatives, beaucoup plus documentées, eh bien, ça sera ici, dans Aquaman Chronicles, que ça se passera. C'est parti ? Alors on commence avec un sujet primordial, peut-être même le sujet principal concernant le personnage d'Aquaman, le Silver Age, l'âge d'argent, les petits gars. L'âge d'argent qui est une période chez DC Comics que les historiens des comics considèrent s'établir entre 1956 avec l'arrivée du tout nouveau Flash, Barry Allen, bam, dans le showcase numéro 4, jusqu'à 1970. Alors le concept des âges, c'est évidemment quelque chose qui est venu avec le temps. Quand on est en 1956, on n'a aucune idée qu'on est en train de basculer vers quelque chose de nouveau, tout comme en 1970, lorsque Dennis O'Neil et Neil Adams travaillent sur le Green Lantern 76, dans lequel Green Arrow et Green Lantern s'associent pour se confronter à des faits de société bien réels. À ce moment-là, on n'a aucune idée non plus qu'on est en train de basculer vers une toute nouvelle ère. Mais voilà, j'ai voulu faire quelque chose de très scolaire pour ne pas m'emmêler les pinceaux, et on considérera donc que l'âge d'argent chez DC Comics commence en 1956 et se termine en 1970. Ce qui va me permettre de délimiter mes lectures de référence pour faire cette vidéo. Et concernant les lectures de référence, elles sont toutes là. Voilà, toutes mes sources sont là. Donc on va passer ça très brièvement en revue. On a cette collection qui s'appelle Showcase présente Aquaman en 3 volumes. C'est une édition de 2007, ça n'a pas été réédité depuis. Et il s'agit justement de la réédition des vieux récits du Silver Age d'Aquaman. Donc on a beaucoup de séries ici, on a du Brave and the Bold, on a évidemment la série Aquaman, on a la série Adventure Comics qui était la série phare d'Aquaman depuis le Golden Age. Donc on a du World Finest Comics, enfin voilà, il y a beaucoup de séries, il y a même du Superman pal Jimmy Olsen, du Superman Girlfriend Lois Lane, enfin voilà. Qualité papier journal, c'est très cheap, c'est bon marché. C'est des bouquins assez chers, ça coûte pas loin de 30 ou 40 balles dans mes souvenirs. Voilà, un papier journal de très faible qualité, édition en noir et blanc, donc ça a été très fastidieux comme lecture, parce qu'on est sur des volumes de 500 pages chacun, voire plus pour certains d'entre eux. Donc ça a été une lecture assez fastidieuse. Des vieux récits du Silver Age en noir et blanc, t'imagines bien que c'est compliqué, surtout quand c'est dans un format de cette piètre qualité. Il m'a fallu compléter tout ça parce que tout n'est pas là. Évidemment, tout le Silver Age d'Aquaman ne se trouve pas là, malheureusement, ça aurait été trop simple. Il m'a fallu compléter ça par 2 TPB. Celui-ci, de Church Formera. Et enfin, celui-ci, Deadly Waters. Alors celui-ci, on va pas en parler aujourd'hui, parce que si je m'en fie vraiment de manière très religieuse aux dates, on est au tout début des années 70, donc techniquement l'âge d'argent est terminé. Donc on va pas parler de Deadly Waters aujourd'hui, on va se contenter de ça, c'est déjà pas mal. J'ai lu 121 histoires sur 241. Voilà. 241 apparitions d'Aquaman au cours de cette période, qui va de 1956 à 1970. On a la série principale Aquaman qui commence en 1962 avec 63 épisodes. Mais attention, en réalité, il n'y en a que 56 qui prennent place pendant l'âge d'argent, puisqu'il va y avoir une coupure et les derniers épisodes de la série, eux, se tiendront plutôt milieu-fin de l'âge de bronze. Ensuite, on a évidemment 76 apparitions du personnage au sein de la Justice League, dans notamment des séries comme Brave and the Bold et évidemment la série Justice League of America, la première série Justice League of America de l'histoire. Pour la petite anecdote, je ne l'ai pas lu du tout. Voilà, je n'ai lu aucun JLA du Silver Age. Donc il me manque 76 apparitions d'Aquaman. 5 numéros de Brave and the Bold que pour le coup j'ai tous lus. 8 apparitions dans Detective Comics que j'ai également lu. 4 dans une série qui s'appelait Showcase, très très importante, on va en parler. Et 12 apparitions dans World Finest Comics. Voilà, et donc ça, j'ai tout lu pour le coup. Donc là, je vais vous faire un petit tableau au montage et vous verrez à peu près où je me situe en termes de lecture Silver Age d'Aquaman. Donc j'ai quand même bien bossé, même s'il m'en manque quand même pas mal, plus évidemment toutes les apparitions au sein de la Justice League.
Il y a un moment, il faut savoir se limiter. J'ai clairement lu le principal. J'ai lu l'intégralité de sa première série solo. J'ai lu la quasi-intégralité de ses apparitions dans la série Adventure Comics, qui était un petit peu son détective comics à lui, hein. C'est-à-dire qu'avant d'avoir sa propre série Aquaman en 1962, eh bien, il avait beaucoup d'apparitions dans la série Adventure Comics. Alors pourquoi est-ce que je commence par le Silver Age et non pas par le Golden Age? Puisque vous le savez, Aquaman il a été créé en 1941. Pourquoi est-ce que je commence aussi tardivement? Tout simplement parce que de 1941 jusqu'à 1959, il ne va pas se passer grand-chose le concernant. C'est-à-dire que il va participer à des aventures extrêmement rapides, généralement résolues en 6 ou 7 pages, dans les pages de Morphin Comics au tout début de sa carrière, puis il va être transféré dans Adventure Comics, mais on sera sur des récits extrêmement courts de fin de magazine. Il va partager généralement ses magazines avec des personnages comme le Spectre ou Green Arrow. Et finalement, c'est un espace d'expression et de créativité beaucoup trop restreint pour lui créer un véritable univers. Donc de 1941 à 1959, on va pas en faire grand-chose de cet Aquaman. Ça sera juste le super-héros marin de chez DC, un ersatz de Superman blondinet, voilà, qui parcourt les océans à la recherche de personnes à aider. Voilà. Ou de nazis à combattre, ou de méchants japonais à affronter. Hein, voilà. On est vraiment dans cette période du Golden Age et de la Seconde Guerre mondiale, donc ça va principalement tourner autour de ça. On va lui créer quelques super vilains, comme par exemple le pirate, le Captain Blackjack. Mais voilà, faut bien comprendre qu'à ce moment-là, Aquaman, c'est juste Aquaman. C'est juste un super-héros aquatique qui n'a pas d'univers, qui n'est pas rattaché à Atlantide. Son origin story, qui date de sa toute première apparition dans le Morphin Comics 73 en 1941, tient littéralement en 3 cases. On y apprend que son père, un explorateur sous-marin, aurait découvert les ruines de ce qu'il pensait être l'Atlantide et il s'y serait installé dans ces ruines où il y aurait trouvé les vestiges du savoir atlante à travers de vieux grimoires, de vieux parchemins, des manuels. Il y aurait appris à respirer sous l'eau, à survivre dans cet environnement aquatique. Et évidemment, il aurait transmis toutes ces techniques à son enfant unique, Aquaman, dont la véritable identité ne sera jamais révélée d'ailleurs. Et au final, je vais pas dire qu'on s'en foutrait littéralement, mais pas loin, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Aquaman moderne, et donc, comment est-ce qu'il est devenu le personnage qu'on connaît aujourd'hui? Ça commence en 1959, les petits gars, lorsqu'un certain Robert Bernstein et une dessinatrice de talent qui s'appelle Ramona Fradon lui réécrivent son origin story dans les pages d'Adventure Comics 260. Donc à partir de là, on va décider de lui créer une identité civile. C'est généralement par ce genre de biais qu'on arrive à rapprocher le lecteur du personnage qu'il est en train de lire. Et forcément, là où pas mal de personnages ont déjà été revisités chez DC Comics grâce à l'apparition du nouveau Barry Allen, on a eu un nouveau Green Lantern, et bien là forcément on va avoir une nouvelle itération d'Aquaman. Et pour cette raison, Aquaman va devenir Arthur Curry, puisque jusque-lors, Arthur Curry n'existait pas. Et cette fameuse origin story qui a été canonisée depuis par les New 52 Geoff Jones et évidemment par le cinéma avec James Wan, cette fameuse origin story dans laquelle on nous explique qu'en réalité, il est l'enfant d'une Atlante en exil, Atlana, et d'un gardien de phare humain. Donc là, on a déjà une révolution concernant le personnage, puisque jusque-là, c'était plutôt une entité qu'une véritable identité. À partir de cet instant, la boîte de Pandore est ouverte. Très vite, eh bien, vous allez voir que son univers va petit à petit se construire. Déjà, ça commence avec l'apparition de Garth. Garth, c'est le Robin d'Aquaman. C'est son Aqualad, c'est son sidekick, juvénile. Voilà. Et Garth, il apparaît dans le Adventure Comics 269 en 1960 et il va revenir à chaque épisode. C'est-à-dire qu'à partir de cet instant, Aquaman ne sera plus jamais seul dans ses publications. Alors on reste sur un format très court, très léger, on reste sur des publications de 7 pages, à la toute fin généralement des magazines Adventure Comics. Et le ton de l'histoire, à chaque fois, est propre à l'époque. C'est-à-dire que on est sur quelque chose qui a souvent attrait au fantastique, surtout à la science-fiction, avec des trolls, des lutins, des créatures magiques, des monstres préhistoriques, des scientifiques fous, évidemment des criminels marins, dotés d'une super technologie, de rayons laser, ce genre de choses.
Bref, au niveau du fond, au niveau de la substance des épisodes d'Aquaman à cet instant-là, il faut bien comprendre qu'on est clairement dans l'époque. Là, on ne peut pas faire plus qu'à d'école en termes d'âge d'argent. D'autant plus que ça va être, et c'est pour cette raison que c'était une lecture fastidieuse, c'est une structure qui va se répéter sans cesse. À chaque nouvel épisode d'Adventure Comics, on va avoir la même structure, la même façon de raconter l'histoire, avec un statut initial. Le statut initial, quel est-il? C'est Aquaman et Aqualad qui se baladent. Voilà, ils se baladent, ils patrouillent sur des dauphins, peu importe. Et dès la première ou deuxième case, élément perturbateur, un navire en détresse. Et puis en se rapprochant du navire, très vite, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, soit que le navire a été attaqué par des créatures préhistoriques, soit que le navire est tenu en joue par une bande de brigands, une bande de terroristes. Voilà. Et donc forcément, rencontre avec la menace qui se solde par un échec en premier lieu. Très souvent, Aquaman est mis hors d'état d'agir et c'est Aqualad qui vient lui prêter main forte. Ça se passe très souvent comme ça. Pour donner évidemment de l'importance au sidekick, pour que le jeune lectorat puisse s'identifier au personnage qu'il est en train de lire. Et une fois qu'Aquaman est libéré par Aqualad, eh bien, il retourne à la rencontre de la menace qu'il finit par défaire très rapidement. Et puis après, tout le monde est content et tout le monde se barre dans le soleil couchant. Voilà. Ça, c'est typique d'une lecture Aquaman du Silver Age. Vous allez en bouffer à toutes les sauces et ça va revenir constamment. Un peu comme le Flash de la même époque, hein, où à chaque fois la même structure scénaristique et la même façon de raconter l'histoire était appliquée d'épisode en épisode. C'était extrêmement redondant, quoi. C'est à peu près à cette période où Atlantide va redevenir un élément de contexte important dans l'histoire d'Aquaman, puisque jusque-lors, Atlantide n'existait pas, ou alors que très peu, elle ne servait à rien. Pendant l'âge d'or, Atlantide n'existait pas, ou alors elle existait dans d'autres histoires, avec d'autres personnages, chez DC Comics, mais Aquaman n'y était pas du tout rattaché. Et c'est grâce à Robert Bernstein et Fraddon en 59 qu'on va recréer des liens entre Aquaman et la cité submergée. Et puis, la cité submergée, ça va pendant un certain temps ne rester qu'un contexte géographique. Au fond d'une case, une cité sous verre, voilà, une bulle, avec de temps en temps quelques Atlantes qui viennent demander de l'aide à Aquaman, mais il n'y a aucune intrigue qui se passe littéralement au sein de la cité, c'est juste un contexte géographique lointain, c'est juste la ville dessinée au fond de la case, et au final, Aquaman, il en reste assez éloigné. D'ailleurs, les Atlantes sont dépeints comme des gens assez faibles et assez lâches qui n'affrontent jamais leurs problèmes tout seuls. Ils sont sans cesse, constamment obligés de faire appel à Aquaman et à Aqualad. On a l'impression qu'il n'y a pas véritablement d'armée, que c'est juste une petite ville piégée sous l'océan, mais que les habitants sont extrêmement vulnérables et faiblards, quoi. Et c'est vrai que ça dénote complètement avec la Atlantide qu'on peut avoir aujourd'hui, où c'est représenté comme une civilisation extrêmement puissante, à la pointe de la technologie, et avec une armée démesurée. Voilà. Là, non, à l'époque, c'était 3 clampins en t-shirt et en short, sous la flotte, les petits gars. En 1961, dans le numéro Showcase numéro 30, Aquaman est sur la couverture. Et ça, c'est historique parce que c'est la première fois qu'Aquaman se retrouve sur la couverture d'un comic, puisque généralement, comme j'expliquais, ces histoires occupaient les dernières pages des numéros d'Adventure Comics, et sur les couvertures d'Adventure Comics, généralement, on laissait la part belle au Spectre ou à Green Arrow. Il s'agit d'une histoire en 3 chapitres de 25 pages. Voilà, une histoire de 25 pages, donc 3 à 4 fois plus que ce qui n'était le cas jusque-lors pour le personnage. À partir de là, on va arriver sur quelque chose petit à petit de beaucoup plus développé. C'est-à-dire que Aquaman va revenir dans d'autres épisodes de Showcase avec toujours des histoires en 3 parties en 25 pages. Et puis petit à petit, on va comprendre il y a une émulsion qui se crée autour du personnage et qu'on a envie d'en raconter peut-être un peu plus. À partir de cet instant, Aquaman bascule des pages d'Adventure Comics à Detective Comics, et là, le pauvre, il va se retrouver nouveau confiné à 6-7 pages, pas plus. Mais c'est un mal pour un bien, puisqu'en réalité, ce passage d'Adventure Comics à Detective Comics, c'est juste une petite période de transition avant que le personnage n'hérite de sa propre série, de son propre titre solo, Aquaman. La première série Aquaman qui date de février 1962. Et cette série solo, évidemment, ça va être la consécration. Déjà, on va avoir des histoires beaucoup plus développées
en 24-25 pages, hein, donc toujours construite en 3 chapitres, avec toujours le même ton, toujours la même structure scénaristique, c'est juste que c'est plus long, mais c'est exactement la même façon de faire. Et puis les enjeux sont exactement les mêmes. À noter qu'il n'y a pas vraiment de super vilain à l'époque, puisque que ce soit Detective Comics, Adventure Comics, Showcase, Aquaman, Brave and the Bold, peu importe les séries, à chaque nouvelle histoire, un nouveau méchant, une nouvelle menace, des personnages qui ne sont jamais réutilisés, que des personnages one-shot. Hein. Donc il n'y a pas encore le concept vraiment de super vilain. Jusque-lors, le seul super vilain que n'ait connu Aquaman, eh bien, il date de l'âge d'or, c'était le Captain Blackjack, ce fameux pirate qui a disparu en 1950 et qui depuis n'a plus donné signe de vie. On va commencer à broder pas mal de petits récits autour de personnages féminins. On sent qu'il y a une volonté de la part des artistes de lui flanquer une Aquagirl. On sent qu'il y a quelque chose, voilà. Superman a eu sa Supergirl, Batman avait sa Batwoman et sa Batgirl, et on sent évidemment la même volonté pour le personnage d'Aquaman. Donc on va y aller à plusieurs reprises. On va y aller avec de la Lois Lane, on va y aller avec des personnages inventés, pareil, one shot, hein, des Atlantes qui vont venir épauler Aquaman au cours d'une mission ou deux, mais qui ne seront jamais réutilisés. Mais là où tout va changer, c'est en 1963 dans le Aquaman numéro 11, puisqu'à cet instant, Mera apparaît. Mera, elle vient d'une dimension qu'on ne nomme pas vraiment. D'aucuns la nommeraient la dimension Aqua, mais elle n'a pas véritablement de nom. C'est une dimension à laquelle on accède via un portail magique en fait. Et donc Mera trouve refuge sur Terre 1, qui est donc la Terre de l'âge d'argent d'Aquaman et d'Aqualad et les autres personnages d'ici à cet instant. Mera trouve refuge sur Terre 1 puisqu'elle vient de se faire chasser de son propre trône dans sa dimension Aqua. Et c'est grâce à l'aide de son ami le scientifique Xebel que Mera parvient à ouvrir ce portail et à se réfugier sur Terre 1 où forcément elle va demander de l'aide à Aqualad et Aquaman pour récupérer son trône. Donc c'est comme ça qu'Arthur et Mera se rencontrent. Alors je dis Arthur, mais il y a aussi quelque chose à comprendre, c'est qu'à cet instant, on sait que le personnage s'appelle Arthur Curry parce que Robert Bernstein et Ramon Lafradon en 59 via la nouvelle Origin Story, mais il n'est jamais appelé Arthur au cours des publications. Ça reste Aquaman. À aucun moment, qui que ce soit l'appelle Arthur Curry. Voilà. Le nom a été utilisé une fois en 1959 et depuis, on n'en entend plus parler. Mais on sait, nous autres, qu'il s'agit d'Arthur Curry, évidemment. Et donc, c'est cette manière que Arthur et Mera vont se rencontrer. Et Mera, elle va revenir, petit à petit. Alors, pas à tous les épisodes, généralement un épisode sur deux, elle va revenir. Et puis, elle va repartir dans sa dimension à chaque fin d'histoire. Mais forcément, il va s'installer quelque chose entre les deux. Une liaison amoureuse qui va commencer à naître. Alors, le problème, c'est qu'on est 1962, 1963, 1964, des années marquées du sceau du Comics Code Authority, et donc aucune représentation explicite d'amour, de sexe évidemment pour l'époque, de violence n'est tolérée dans les comics. Donc le rapprochement entre Arthur et Mera n'est que suggéré au lecteur. Voilà, il n'y a rien d'explicite, il n'y a pas de baiser, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien du tout, même pas d'enlacement, mais par des monologues intérieurs, par des dialogues, tu comprends que voilà, qui fricotent les deux, tu vois. Clairement, faut le dire. Et ça va déboucher, évidemment, jusqu'au mariage d'Arthur et Mera dans le Aquaman numéro 18, qui est probablement le numéro le plus important à ce jour d'Aquaman, puisque dans ce Aquaman 18, Arthur épouse Mera à la fin de l'histoire, et il devient au passage, pour la première fois de son histoire, roi d'Atlantide. Voilà. Il devient roi d'Atlantide parce qu'en réalité, il a tellement aidé ce peuple au cours de ses péripéties que le peuple décide de lui léguer le trône. Le trône ne lui revient pas de droit. Il faut bien comprendre qu'Atlana, en 1959, lorsque Robert Bernstein nous présente le personnage, à aucun moment il n'est stipulé qu'elle est une reine en Atlantide. C'est juste une Atlante qui a voulu découvrir le monde de la surface, qui s'est exilée d'elle-même d'Atlantide, et au moment où elle a voulu retourner en Atlantide, elle en a été chassée. Personne ne quitte Atlantide. Et de ce fait, Arthur, il n'a pas de sang royal dans les veines. Donc les Atlantes décident de lui offrir le trône qui de base ne lui revient pas de droit. Et pourquoi est-ce qu'ils décident de lui offrir le trône ? Tout simplement parce que lui, il les a quand même beaucoup aidés au cours de ses pérégrinations, mais surtout parce que leur roi est mort. Le roi Juvor, à cet instant-là, il est mort. Et donc il n'y a personne pour prendre la succession. Voilà.
Évidemment, ce mariage va donner lieu à une naissance, le Aquababy Arthur Jr. Puis va littéralement fleurir tout autour de ce microcosme de personnages, toute une famille, avec le scientifique Vulko, la jeune orpheline Tula qui deviendra par la suite Aquagirl, mais également des animaux, beaucoup d'animaux. On compte le morse Tusky et les hippocampes Storm et Imp qui servent de destrier à Arthur et à Garth, le calmar colossal Kraken et Topo. Mais Topo, pour la petite anecdote, elle a été créée bien avant cette pieuvre. Il s'agit du premier acolyte d'Aquaman créé en 1956. Le numéro 229 d'Adventure Comics en 1956 nous raconte cette rencontre justement entre Arthur et son premier acolyte, à savoir le poulpe Topo. Au début de l'histoire, on voit un Arthur qui semble être littéralement jaloux de la police montée qu'il rencontre, et il semblerait que lui aussi voudrait se trouver son propre destrier. Il va alors organiser un mini concours entre 3 créatures marines, Topo la pieuvre, une baleine bleue et un espadon. Et pendant 12 heures, il va soumettre ses 3 coéquipiers à des tests afin de déterminer lequel se montrera le plus à même de l'aider dans sa tâche. Et il s'avérera, après plusieurs péripéties évidemment, que c'est Topo qui remportera donc la palme du premier véritable sidekick d'Aquaman. En parallèle, évidemment, Aquaman fait partie intégrante de la Justice League of America, voilà, qui est créé dans le Brave and the Bold numéro 28 en 1960, première apparition de la Justice League d'Amérique dans ce numéro, et déjà Arthur est un membre fondateur de l'équipe. C'est-à-dire que dès le premier numéro de dès le numéro 28 de Brave and the Bold, qui est la première histoire officielle de la Justice League, Arthur fait partie des 5 piliers de la Justice League, avec Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, Wonder Woman. Et là où c'est très drôle, c'est que Batman et Superman, à l'époque, n'étaient pas, eux, des membres très importants là, dans la Justice League, en fait. Puisque ils apparaissaient très souvent en début d'histoire, en fin d'histoire et sur les couvertures, mais à but uniquement commercial. Au sein de l'intrigue, au sein des histoires, des vieilles histoires de la Justice League of America, Batman et Superman étaient très souvent aux abonnés absents. Voilà. Donc ça me fait marrer parce qu'une fois on m'a dit Aquaman c'est pas vraiment un personnage très très important dans la Justice League. Sache que lorsque la Justice League a été créée, il était beaucoup plus présent que Batman et Superman. Rien que ça quoi. C'est d'ailleurs lui qui convoque la première réunion historique de la Justice League. C'est Aquaman qui la convoque, c'est Aquaman qui la fait se tenir, et c'est Flash qui la préside. C'était Flash qui tenait les séances à l'époque. C'est des petites anecdotes, mais je trouve ça assez sympathique. Donc là, clairement, le personnage est lancé. Il a sa propre série dans laquelle vraiment on va étoffer son univers avec Atlantide. On va en voir de plus en plus concernant Atlantide. Le statut initial, vous savez, vous vous rappelez le statut initial avec Aquaman et Aqualad qui se baladent sur leur dauphin et qui voient un navire en détresse au loin. Et bien là, il va complètement changer le statut initial. Arthur et Mera qui sont sur leur trône et leurs conseillers qui viennent leur expliquer qu'il y a quelque chose qui va mal. Voilà. Donc là, le personnage évolue absolument partout, il a sa propre série, on le retrouve très souvent dans des histoires de Brave and the Bold avec Hawkman, avec Atom, on le retrouve évidemment à chaque numéro de la Justice League of America, donc très clairement c'est l'âge d'argent qui a tout fait pour le personnage, c'est à partir de là où il prend littéralement son envol quoi. Et quand je vous disais que le personnage était absolument partout, et ben forcément on va le retrouver à la télé dès 1967 pour une petite saison d'une 30aine d'épisodes concernant une série animée. Alors évidemment le ton épouse exactement le même que celui des comics à l'époque, donc c'est pas pour tout le monde. Et la série Aquaman forcément ça va être un terrain d'expression suffisamment vaste pour étoffer son univers et lui créer. Qu'est-ce qui va avec un super héros? Un super vilain? Et là on va y aller plein pot. Il y aura une première tentative avec le Fisherman. On est en 65, on est peu de temps après la naissance du bébé d'Arthur et Mera. Donc le Fisherman c'est une première tentative on va dire ratée de créer un super vilain iconique au personnage, en tout cas cette version de l'âge d'argent. Voilà, le super vilain est craignos, il a une canne à pêche, il est très très kitsch. Et puis il n'y a pas vraiment de leitmotiv, c'est juste capturer Atlantide, faire du mal pour faire du mal, il n'y a pas vraiment de leitmotiv. Le background du personnage n'est jamais exploré. Alors ça par contre, ça peut être très intéressant parce que c'est probablement le personnage le plus mystérieux qui existe dans l'univers DC Comics à ce jour. Plus mystérieux que le Joker. Le Fisherman, on n'a jamais vu sa tête.
On n'a jamais connu son identité. Pourtant, il est quand même réapparu, dernièrement dans Flashpoint. Alors, très brièvement certes, mais c'est quand même un super vilain de l'univers d'ici, très peu connu, très peu présent, mais qui pour moi est le plus mystérieux de tous. Et ça, c'est incroyable. Henry Boltinoff, donc, il l'a créé en 65, et c'est plutôt un essai, plutôt un brouillon, ce personnage, un brouillon pour quelque chose de beaucoup mieux maîtrisé, de beaucoup mieux construit, un personnage beaucoup plus charismatique, à savoir le Ocean Master. Ocean Master, il arrive en 67, quant à lui. 66, pardon. Ocean Master, il arrive en 66. Et dès sa première apparition, il y a cette idée de demi-frère. C'est le demi-frère d'Arthur. Ils ont le même père, donc Tom Curry, mais pas la même mère pour le coup. Et lorsqu'ils étaient jeunes, Orm était extrêmement jaloux de son demi-frère Arthur, puisqu'Arthur avait tous les pouvoirs, et lui n'en avait aucun. Et déjà très jeune, il avait une ambition de contrôler l'espace marin, mais sans les pouvoirs de son frère, et ben forcément ça allait être compliqué. Et donc à partir de là, il a commencé à développer une vraie haine viscérale pour son demi-frère Arthur, jusqu'à un terrible accident qui va lui faire perdre la raison et la mémoire. Et donc Orm, quand il va se réveiller, Orm Marius, quand il va se réveiller, il va être amnésique, il va plus savoir qu'Aquaman est son frère, évidemment, mais par contre, la haine qu'il éprouve pour le personnage va rester, elle va subsister, et c'est pour cette raison qu'il va continuer sa croisade contre Aquaman, et notamment contre Atlantide. Donc Ocean Master est né. Lors de sa première apparition, c'est juste un braconnier qui chasse des baleines, et qui d'ailleurs utilise un flux migratoire de baleines pour créer des attentats partout où les baleines se rendent en fait. Voilà. C'est-à-dire que les baleines, via leur flux migratoire, elles font un peu le tour du monde, et en fait ils piègent des baleines pour déclencher des explosions partout où les baleines passent. Voilà, ça c'est la première apparition de Ocean Master. Et quelques apparitions après, 3 ou 4 apparitions après, on est un an plus tard, on est en 68. Donc Ocean Master déjà il revient. C'était le cas du Fisherman, le Fisherman revenait. Donc le Fisherman, en revenant, il se démarquait des autres menaces de l'âge d'argent d'Aquaman. C'est à partir de là qu'on peut dire qu'il s'agit d'un super vilain. C'est quand le personnage revient, quand il est réutilisé. Et donc Ocean Master, il va revenir également. Et au bout de 3 ou 4 apparitions, il va partager l'affiche avec l'autre grand ennemi iconique d'Aquaman, Black Manta. Donc là, on est en 68. C'est la première apparition de Black Manta. Et déjà, il partage l'affiche avec Ocean Master. C'est un truc de ouf, je trouve. Et déjà, cette histoire, elle est extrêmement symbolique de ce qu'est devenu Aquaman. Et forcément, ça a servi pour le film, dans les relations des personnages entre eux. Dans cette histoire, Black Manta, il va empoisonner l'eau qui se trouve à l'intérieur du dôme, à l'intérieur du globe qui contient Atlantide. Et donc forcément, ça va forcer Vulko et les Atlantes à drainer la flotte qui se trouve dans Atlantide. Le problème, c'est qu'au cours de l'âge d'argent, les Atlantes, ils peuvent pas vivre en dehors de l'eau plus d'1 heure. Et c'est le cas pour Aquaman, ça je ne l'ai pas stipulé, il y a tellement de choses à dire que je l'ai oublié, mais il faut bien savoir que Aquaman et Garth, à ce moment-là, ils ne peuvent pas rester plus d'1 heure en dehors de l'eau. Il leur faut à tout prix un contact avec l'eau. Et donc forcément, il y a beaucoup de scénaristes qui vont s'amuser à broder des intrigues avec Aquaman et Aqualad qui sont piégés sur une montagne ou sur une île, loin de l'eau, enfin bref. Parce que voilà, ça fait partie des enjeux, c'est la kryptonite d'Aquaman. C'est le fait qu'il ne soit pas en contact avec l'eau pendant 1 heure. Et donc Black Manta, il empoisonne l'eau d'Atlantide, Vulko draine l'eau d'Atlantide, et là on se retrouve avec un compte à rebours de 1 heure. Il faut qu'Aquaman trouve à tout prix une solution, parce que dans 1 heure, tous les habitants d'Atlantide seront morts, asphyxiés. Bref, je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans ce récit, mais tout ça pour vous dire que dans cette histoire, et c'est pour ça qu'elle est extrêmement symbolique, c'est que déjà, on a cette relation, je ne vais pas dire amicale, mais beaucoup plus proche qu'on pourrait le penser entre Ocean Master et Arthur. Parce que lorsque la vraie menace Black Manta apparaît, on se rend compte que Ocean Master n'est finalement pas le plus grand méchant, en fait. Alors ça n'enlève pas le côté charismatique du personnage, et son importance, mais c'est juste que il est quand même plus proche d'Arthur qu'on pourrait le penser. C'est pas lui le grand méchant. C'est une menace certes, très importante, à prendre au sérieux, mais c'est pas lui la némésis d'Aquaman. La némésis d'Aquaman dans cette histoire, c'est Black Manta, et ça le restera ad vitam aeternam. Et là où c'était passionnant d'étudier l'âge d'argent d'Aquaman, c'est dans ce que ça t'apprend de l'univers d'ici, et dans ce que ça t'apprend concernant la conception des comics à l'époque. Parce qu'Aquaman, c'est un cas d'école à étudier.
En ce qui concerne la transition entre l'âge d'argent et l'âge de bronze, alors je le rappelle, à l'époque, il n'y avait pas cette notion d'âge d'argent et d'âge de bronze. Mais dans la façon dont les récits vont évoluer, c'est extrêmement symbolique, extrêmement déterminant. Jusque-là, chaque arc de la série Aquaman était un épisode one-shot. Alors à chaque fois, l'épisode était divisé en 3 chapitres, c'est-à-dire que quand vous achetiez le Aquaman numéro 1 ou le Aquaman numéro 22, peu importe, eh bien vous aviez entre 24, 25, 26 pages d'une seule et même histoire, divisée elle-même en 3 chapitres à l'intérieur du bouquin. Ok ? Mais il n'y avait pas de répercussion d'une histoire à l'autre, il n'y avait pas de vrai fil conducteur, si ce n'est évidemment le fait qu'Arthur et Mera soient en couple, et qu'ils trônent tous les deux en Atlantide. Il n'y avait pas véritablement de fil conducteur, et à chaque fois on recommençait à zéro. Et ça va évoluer. Ça va évoluer à partir du numéro 40 de la série. Là on est sur un nouveau scénariste, Steve Skitz, qui prend le personnage en main. Alors j'ai pas mentionné, putain il y a tellement de choses à dire les petits gars, j'ai pas mentionné les artistes de l'époque, mais après je pense pas que ce soit très intéressant. Parce qu'après ça va être du name dropping et ça va vous emmêler les pinceaux. Donc j'ai pas trop cité de nom d'artistes. On pourra citer donc Ramona Fradon et Robert Bernstein au début de cet Aquaman de l'âge d'argent. Et puis après des artistes extrêmement talentueux comme Jack Miller à qui l'on doit la création de Mera. Donc au scénario avec Nick Cardy. Nick Cardy c'est le dessinateur le plus accompli sur le personnage d'Aquaman au cours de l'âge d'argent. C'est lui qui a le plus travaillé sur le personnage. Il n'a pas arrêté dans n'importe quelle série. Le mec était comme un gueudin. On a également Bob Haney. Alors Bob Haney, très important Bob Haney, parce qu'il a créé à lui seul Black Manta, Ocean Master et le Scavenger en 68, un an après Black Manta. Et puis donc, à l'épisode 40, on a un nouveau scénariste qui arrive sur la série, Steve Skitz, avec au dessin le très talentueux Jim Aparo, que vous avez déjà probablement rencontré sur Un deuil dans la famille, puisque c'est lui qui a dessiné Un deuil dans la famille, donc cette histoire de Batman avec la mort de Jason Todd, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe à partir d'Aquaman numéro 40 ? Donc là on est en 68, on est à la toute fin de l'âge d'argent. Et c'est pour cette raison que je vous dis que c'est un cas d'école, l'évolution de cette série. C'est qu'on va avoir un arc en 6 épisodes. Voilà. Et ça, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'Aquaman va participer à une aventure qui se découpe sur plusieurs issues en même temps. Cet arc qui s'appelle The Search for Mera, comme son nom l'indique, il s'agit de l'enlèvement de Mera. Aquaman qui va devoir enquêter à travers différents royaumes, différentes dimensions au fond de l'océan, évidemment, sinon c'est pas marrant. Pour retrouver Aquaman, forcément ça va le mener à la surface et il va être aux prises avec des gangsters, avec des mafieux. On retrouve l'utilisation d'armes à feu, parce qu'évidemment les armes à feu et la violence au cours de l'âge d'argent, c'est proscrit, donc c'est aussi ce qui rend fastidieux la lecture de ces vieux récits, c'est que c'est très cucu, voilà, les méchants sont équipés de gadgets, de pistolets laser qui font pas vraiment mal. Au pire des cas, ça te rétrécit ou ça t'agrandit ou ça te transforme en poisson, mais voilà, c'est jamais extrêmement violent, quoi. Mais là, tu vois, déjà, on a réutilisation d'armes à feu. Et déjà, dans le visuel, il y a quelque chose de beaucoup plus impactant et de beaucoup plus sérieux. Tu sens qu'il y a une ère qui se termine. Tu sens que le Comics Code Authority, il est toujours là, quelque part, sur la couverture, mais qu'il est de moins en moins influent. Et ça, c'est cool. Et on a un retour vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, avec des morts, avec une enquête, avec une intrigue, une histoire qui prend le temps de raconter les choses. Donc tu vois qu'il y a une ère qui s'est terminée. On n'est plus sur les récits débiles de l'âge d'argent, on est sur quelque chose de beaucoup mieux construit. Et qui va déboucher après, mais là on est au début de l'âge de bronze, donc je ne vais pas en parler, sur cet arc-là, et une fois de plus, quelque chose de beaucoup plus construit en plusieurs épisodes. À cet instant, on prend place en Atlantide. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de nous montrer Mera et Arthur sur leur trône au début et à la fin de l'histoire, on prend vraiment place en Atlantide. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de cet arc, une grosse sous-intrigue dans cet arc, qui consiste en une révolution en Atlantide. Voilà. C'est-à-dire qu'Arthur, déjà, n'est plus légitime sur le trône. Déjà à cette époque, en 1968, déjà, les gens voulaient dégager Arthur du trône. Alors que ça faisait, techniquement, 3 ans qu'il était assis dessus, quoi. Alors à l'époque, on écrivait des comics pour les enfants. Entre 8 et 12 ans,
avec évidemment les codes de l'époque, on est dans les années 60, et forcément tout ça a bien évolué. Donc même si vous avez entre 8 et 12 ans aujourd'hui en 2022, vous n'y trouverez pas votre compte, hein. Très clairement, je vous déconseille de lire ça à quiconque, parce que ça a extrêmement mal vieilli. Il faut faire preuve de suffisamment de recul pour se plonger dans ces histoires, voilà, et bien comprendre que c'est dans un intérêt purement et simplement historique. Parce que les codes ont évolué, la science-fiction des années 60 n'est plus la science-fiction de 2022, on raconte plus les histoires de la même façon, même à des enfants, et le Comics Code Authority qui ont rajouté une couche dans la crédulité, dans la naïveté en fait. Donc forcément, c'est ce qui fait que l'âge d'argent d'Aquaman est quelque chose de relativement inaccessible pour la plupart d'entre nous, on va pas se le cacher. Cela dit, il reste extrêmement important en ce qui concerne la création, la fondation du personnage. Et si on veut vraiment comprendre le personnage, si on veut vraiment en saisir toute la sève, toute la substance, eh ben, il va falloir obligatoirement passer par l'âge d'argent. C'est pas le cas de l'âge d'or, mais l'âge d'argent, très clairement, c'est la base d'Aquaman. Voilà. C'est aussi pour cette raison que je voulais débuter la rubrique Aquaman Chronicles avec l'âge d'argent. Hein, voilà, je le répète, chronologiquement, c'est pas très juste parce qu'Aquaman existait avant, mais clairement pas le Aquaman qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Bref, merci à vous tous les petits gars. Cela dit, c'est pas impossible que je fasse une vidéo sur l'âge d'or quand j'en aurais lu beaucoup plus que ce qu'il n'est qu'à l'heure actuelle. Et puis évidemment, l'âge de bronze, on va en parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'âge de bronze. Une fois de plus, un cas d'école dans la façon dont les intrigues se déroulaient, dans la teneur des propos. Bref, l'âge de bronze aussi extrêmement intéressant à étudier concernant le personnage d'Aquaman. Et puis on arrivera évidemment sur des choses beaucoup plus modernes avec du Peter David. Et cette rubrique Aquaman Chronicles me permettra également de vous raconter des pans entiers du personnage. C'est-à-dire que par exemple, Atlantis Chronicles, qui est un bouquin dont je vante les mérites depuis quelques mois maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accès à ce support parce que c'est de la VO et tout le monde ne parle pas anglais, ce que je peux comprendre, eh bien, étant donné que c'est pas prêt d'arriver chez Urban Comics et que c'est pas prêt d'être accessible en VF, je pense faire une petite vidéo dans laquelle je raconterai l'intégralité d'Aquaman d'Atlantis Chronicles, avec le spoil évidemment que ça implique, mais ça c'est pour les gens qui auraient la flemme de lire en VO ou d'attendre qu'Urban se décide à sortir une publication VF d'Atlantis Chronicles. Voilà, pourquoi pas. Bref, merci à vous tous les petits gars, c'était un énorme plaisir de faire cette vidéo. Voilà, je sais absolument pas à quoi ça va ressembler une fois que je serai passé au montage. J'espère faire quelque chose de dynamique, mais également d'intéressant pour vous à écouter. Merci à vous tous en tout cas, et on se dit à très bientôt. Ciao les zingues.